bien bonjour YouTube pour ce 8e épisode de Que se passe-t-il dans ton club. Aujourd'hui on est avec Lucas, non ce n'est pas moi. J'ai déjà fait cette blague, c'est moi. C'est toi, qui est supporter de l'Olympique Lyonnais. Donc il nous parlera de l'Olympique Lyonnais. Juste aussi pour vous signaler que toutes les émissions sont tournées et montées pour le grand quiz, donc ça sortira, les dates s'affichent à l'écran avec la finale le vendredi 12 août à 11h. N'hésitez pas à noter ça dans vos agendas pour être présent pour ce grand événement. On passe à la vidéo. Je te laisse rapidement te présenter et depuis combien de temps aussi supportes-tu l'Olympique Lyonnais? Donc pour cette vidéo, je serai le second Lucas, habitant de Clermont, donc un petit peu fan de Clermont, mais surtout fan de l'Olympique Lyonnais depuis déjà plusieurs saisons. Mon cœur est lyonnais, ça fait un moment, mais je pense que je suis régulièrement au club, ça doit être depuis 4 ans, 5 ans, avec les dernières saisons de Lacazette, Tolisso, qu'on retrouve ici. Donc très content de faire cette vidéo. Mais plaisir partagé. Et donc c'est pour ça qu'on voit ici longue vie au fermier Gerbich, parti trop tôt vers Lorient. Le jeu de mots, j'aime bien le jeu de mots. Oui, Adrian Gerbich, pour ceux qui ne connaissent pas, attaque saison de Clermont Foot, qui a fait une saison incroyable en Ligue 2, transféré pour 10 millions à Lorient, qui n'a pas vraiment confirmé. Non, c'est sûr. Et c'est dommage. Je ne désespère pas. Très bien. On passe avec du coup la deuxième question. Tout simplement, que penses-tu de la saison de ton club? On rappelle que Lyon a terminé à la 7e place. Oui, c'est ça. À la 7e place. La saison, je vais pas vous cacher que c'est même plus déçu, c'est écœurant. Une saison comme on connaît, quoi, avec les montagnes. Un coup on est en haut, on dit ah tiens, on peut encore espérer la Ligue des Champions. Un coup en bas, ouais bon, c'est le milieu de tableau, ça fait ça toute la saison. À la limite, la qualité des matchs, on a eu quand même de la bonne cam, mais je pense que c'était un match sur 5, quoi. Normalement à Lyon, c'est 4 matchs sur 5. C'était clairement irrégulier, mauvais. On n'a pas eu de chance aussi, surtout en début de saison, où il y a des matchs où on devait gagner et on a fait match nul, un but dans les derniers instants contre le cours du jeu. Je pense notamment au match contre Nice. Donc sur la scène nationale, il n'y a pas de mots, quoi. En plus, c'est une élimination de Coupe de France, comme on le sait, c'était pas passé par le terrain, mais via les supporters. Mais en Europa League, un peu de frustration aussi, où on fait un bon parcours et on se fait claquer en un match 3-0, où il n'y avait aucune envie. Enfin, aucune envie, c'est vraiment les deux mots qui reviennent de la saison. Les joueurs n'étaient pas présents, donc on attend un peu de renouveau. Ok, très bien. Je suis du même avis que toi. Donc, Lyon a terminé 7e. L'un des principaux intéressés de cette non-réussite, c'est Peter Bosz. Est-ce que donner encore une chance à Peter Bosz était la bonne décision et la bonne solution? Si j'étais dirigeant du club, je pense que j'aurais fait la même chose. Faut lui laisser une seconde chance. Je doute beaucoup de Peter Bosz, comme à peu près toute la communauté lyonnaise. Après, c'est un entraîneur certes qui a des qualités, tactiquement il est bon. On sait précepte des idées de Johan Cruyff, mais déjà avant son arrivée, on peut être sceptique par tout son parcours, où certes il est passé par l'Ajax, Dortmund, Leverkusen, des beaux clubs, mais il n'a rien fait là-bas, quoi. Il a pas le jeu, c'était pas vraiment rendez-vous, une solidité défensive totalement à revoir, aucun trophée. Cette première saison s'est confirmée. Je pense qu'il faut lui laisser une seconde chance parce que c'est pas le seul responsable, quoi. À un moment, les joueurs, s'ils savent pas faire une passe vers l'arrière, c'est pas la faute de Peter Bosz. S'ils ne savent pas gérer les 1 contre 1, c'est pas de sa faute, quoi. Mais l'animation collective, a été pas rendez-vous. Donc là, par contre, c'est de sa faute. Et on attend mieux. On a vu un peu dans les matchs amicaux, j'ai pas vraiment regardé, mais de ce que j'ai entendu, l'animation a été plutôt bonne. Moi, j'attends vraiment de voir une équipe et pas 11 joueurs, ce qu'on voit depuis de nombreuses saisons. Donc Peter Bosz, moi, je l'attends vraiment au tournant. Je l'attends de voir capable d'animer une équipe avec des joueurs qu'il a voulu aussi, parce qu'il a 2 mercato maintenant. Il sait quel joueur il a. Je pense notamment à Thiago Mendes, défenseur central, qui, je pense que sans lui, n'aurait pas été prolongé. Donc il a des responsabilités maintenant, encore plus que la saison dernière.
Et faudra qu'il assure. Il a un début de saison en plus pour lui où on affronte des équipes vraiment milieu de tableau qui joueront le maintien. S'il n'y a pas plusieurs victoires avec du jeu, avec de la qualité en exigeant à Lyon, et Peter Bosz, j'espère qu'il va vite préparer ses valises pour pendant la Coupe du Monde. Mais j'espère qu'il va réussir. C'est vraiment, ça a l'air d'être déjà avant d'être un entraîneur, ça va être un bonhomme, un homme vraiment qui accorde beaucoup d'aspects à sa tactique, beaucoup d'intérêt. Déjà dans ses confs de presse, déjà tu l'entends parler football, tu adhères. C'est-à-dire que ce soit au niveau mentalité ou tactique, c'est vraiment un entraîneur qui en imprègne. Sauf que le problème, c'est sa capacité à faire passer les idées sur le terrain. Et là, on voit beaucoup d'articles comme quoi, oui, les joueurs ne comprennent pas ce qu'il veut mettre en place, et ça, c'est problématique. Après, est-ce que c'est la presse qui en rajoute, qui donne de mauvaises informations, ou c'est vraiment le cas? Si c'est vraiment le cas, ça fait peur. Mais j'espère que je me trompe. Peter Bosz, j'espère que je me trompe aussi. J'espère qu'il sera un grand entraîneur olympique lyonnais. Mais si tu m'annonces dans quelques mois Peter Bosz est viré, je suis pas surpris. Ok, très bien. Une très belle présentation de Peter Bosz. Donc après cette 7e place décevante, le projet de Lyon a changé. Il y a 8e place, je crois. 8e, ok. De toute manière, ça s'est affiché à l'écran. Ça change rien du tout, de toute façon. De toute manière aussi, pas de Coupe d'Europe. Malheureusement. Donc une nouvelle stratégie, un nouveau projet a vu le jour du côté de Lyon, qui est de faire revenir des anciens joueurs. On a vu ce qui était le cas avec Lacazette, avec Tolisso, avec malgré tout Rémi Rioux. Est-ce que d'après toi, cette stratégie de faire revenir des anciens joueurs est la bonne? Cette stratégie s'appelle Made in OL. Après, ça dépend qui sont ces anciens joueurs. C'est-à-dire que si on fait revenir des Rangers, c'est pas la même chose que si on fait revenir des joueurs qui n'ont pas réussi à Lyon, qui ont plus de 30 ans, qui n'ont aucun avenir. Non. Là, le mercato des anciens Lyonnais, je dirais qu'au premier abord, il est bon. Il y a Lacazette. Là, déjà, je pense que c'est incroyable de voir son retour. Certes, il a passé une saison assez compliquée en première ligue, mais on l'a vu dès le match de préparation, c'est celui qui devrait porter le brassard, un leader. Il doit vraiment prendre le vestiaire à lui, et je pense qu'il est toujours en forme, quoi. Tu vois qu'il a toujours sa belle patte droite où il va mettre, je saurais m'avancer, une vingtaine de buts en Ligue 1 cette saison. C'est un mec que tu peux compter sur lui, donc je pense que Lacazette, c'est vraiment énorme. Après, les deux autres, c'est pas la même qualité, je pense qu'on verra. Rémi Rioux, déjà, il est pas là pour jouer. Il est clairement là pour gérer un peu le vestiaire. Peut-être voir un peu avec Bonnevie, avec Anthony Lopez, déjà essayer de pousser Lopez à être meilleur, mais je pense pas que l'arrivée de Rémi Rioux changera la donne. Mais surtout si encadrer le troisième gardien, qui devrait être Bonnevie. Donc Rémi Rioux sera un homme de vestiaire, à la limite, bon, s'il joue pas, ça me dérange pas. Et là, arrive le Tolisso, quoi. Tolisso qui on connaît, bon, sa qualité, champion du monde, le CV avec le Bayern Munich a pu s'agrandir. Par contre, on doute de sa qualité physique, quoi. Et il est déjà arrivé, il est déjà blessé, le mec. Il a pas pu enchaîner une seule saison au Bayern, sans blessure. Moi, j'ai peur pour Tolisso. Il a signé 5 ans en plus. Tu te rends compte que tu fais signer un joueur 5 ans, un joueur qui connaît de multiples blessures, qui n'arrive pas à enchaîner 2 mois entiers, qui arrive en plus blessé. Là, la politique du club sur ça m'inquiète. J'aurais pas fait signer Tolisso, mais bon, j'espère quand même que Corentin arrivera à se séparer de ses blessures. J'y crois pas du tout, mais on sait jamais. Hein, il est dans un coco familial, peut-être le mental qui va mieux. Là, il a déjà connu une blessure, mais on n'a qu'à dire qu'il a fait quelques entraînements dans la préparation. Il peut revenir en forme. D'ailleurs, son retour, je pense que ça sera contre Ajaccio. Il devrait être dans le groupe dès la première journée. Mais Tolisso, j'attends lors des derbies. Ce sera pas pour cette saison, mais sur le terrain, globalement, j'aimerais le voir, quoi. Ça serait vraiment dégoûté de le voir, ne le voir qu'à l'infirmerie. J'ai vraiment peur pour ça. Pour Lacazette, aucune peur. Vraiment, je pense qu'il va performer, ça c'est sûr.
Mais le retour de Tolisso, quand tu vois à la conférence d'Alexandre Lacazette, qu'il y a eu notamment Jean-Michel Aulas, qui a insisté pour dire oui, peut-être Corentin Tolisso va revenir et tout, j'étais sceptique. Je le suis encore, sa blessure me l'a encore m'a confirmé. J'adore Corentin Tolisso, donc j'espère qu'il va revenir en forme, qu'il a plus blessé, et là, ce sera le paradis. Ok, très bien. J'espère que pour vous, Tolisso ne fera pas une sorte de Ramos, de ce qui s'est passé avec Ramos. Voilà, là, je pète un câble. Ok, très bien. Avant ce projet, à Lyon, il y avait un autre projet avec Juninho, qui était donc un projet avec accès normalement sur les Brésiliens, car Juninho avait un certain réseau là-bas. Et il n'a pas fonctionné en réalité. Il recrutait des Brésiliens moyens, etc. Ça n'a pas vraiment fonctionné, à vrai dire, à court terme. Pourquoi, selon toi, cela n'a pas marché, donc ça a conduit au départ de Juninho? C'est pas le recrutement qui a conduit au départ, parce que le recrutement, je suis pas d'accord avec toi. Le recrutement de Brésilien est quand même bon. Bon, il y a Camillo, lui, c'est vraiment une énigme, mais t'as quand même deux Brésiliens qui s'appellent... Même Enrique, c'est on savait qu'on n'allait pas recruter un futur Roberto Carlos. Il était en deuxième division brésilienne, 27-28 ans, mais on savait que c'était pour un rôle de doublure, et le rôle de doublure, il le gère plutôt bien. C'est un soldat, vraiment. Je te parlais en introduction l'état d'esprit qui a manqué. Lui, il n'est pas concerné. Il était vraiment à 200% à chaque match. Ça se voit qu'il vit sa meilleure vie de trouver un club européen à son âge, un club comme Lyon en plus. Je pense que ça a été un bon recrutement, parce que Juninho le connaissait déjà, mais surtout les deux Brésiliens, quoi, recruter ce Juninho, Paqueta et Guimarães, deux des meilleurs Brésiliens, je vais pas te dire, je pense qu'ils sont top 50 des meilleurs joueurs ayant joué à Lyon, parce que déjà par le talent, bon, l'empreinte, ils vont rester très peu de temps, donc ils vont pas la mettre, mais vraiment, ces deux joueurs, ils étaient dans l'équipe type, ils sont plus ressortis. Non, c'est pas là où Juninho s'est vraiment trompé. Je pense qu'il était toujours tout simplement pas taillé pour le rôle de directeur sportif. Avant qu'il arrive à Lyon, il passait déjà ses diplômes d'entraîneur. C'était bizarre de le voir en rôle de directeur sportif. J'ai l'impression que c'était un peu pompier de service. Les supporters sont pas contents avec Juninho, avec Genesio. On va mettre Juninho pour les rassurer et tout. Je pense que Juninho, fallait un peu le laisser tranquille. Il venait de sortir de 5 ans qu'il avait pris sa retraite, peut-être un peu plus. Il fallait le laisser respirer au Brésil, passer ses diplômes d'entraîneur, et dans le futur, évidemment, il fallait lui laisser sa chance au poste. Il a tout simplement pas mis le costume, parce que c'est pas là où il doit être. Il doit être sur le banc. Il va être entraîneur, il passe ses diplômes au fur et à mesure. Mais dans un rôle de bureau, c'est pas son truc. Je pense aussi Jean-Michel Aulas l'a laissé au fur et à mesure moins en moins de liberté, avec la montée en grade de Ponceau, avec plus de responsabilités pour Bruno Chéroux. Donc que ce soit au niveau de l'importance dans le recrutement, il a baissé. Je crois qu'il a été mécontent de plusieurs arrivées au mercato d'avant, je ne me souviens plus lesquelles. Donc au fur et à mesure, avec en plus des résultats qui n'allaient pas, en décembre, il y a cette fameuse interview à RLC Sport qui a condamné le tout, où il annonçait son départ en fin de saison. Finalement, il est parti le mois d'après, forcé par Jean-Michel Aulas. Et un peu triste de ce départ, parce qu'en plus c'est vraiment une rupture avec Lyon, parce qu'il a refusé de jouer avec le match des légendes, avec la les fameux joueurs qui formaient Lyon entre 2002 et 2007, où il y avait Govou, Anderson, etc. Il a refusé d'y participer, donc je suis déçu de cette rupture, mais je suis pas forcément mécontent de son départ en tant que directeur sportif, parce que je pense qu'il avait, comme j'ai dit, pas le costume, même si vraiment ses idées elles sont parfaites. Il a vraiment un état d'esprit parfait, sauf que il n'avait pas les qualités d'un grand directeur sportif de par son expérience. Ok, je comprends. Oui, comme tu dis, une expérience, parce que
il venait à peine de rentrer, enfin comme tu dis, donc il venait de prendre sa retraite récemment, donc et selon lui, il avait un réseau, mais bon, un réseau assez mitigé, donc parce que certes niveau brésilien, bon, comme tu le dis, il y avait Bruno Guimaraes, il y avait Lucas Paqueta, il y avait aussi un autre brésilien qui vient à l'esprit comme ça, un brésilien de Ligue 1, si je te dis Ligue 1, que t'en as parlé en plus. Ah, Thiago Mendes, non? Thiago Mendes, oui. Qui, Ah oui, il y a lui aussi. là, lui, là, avec Lille, c'était vraiment, quand je le voyais jouer, je l'adorais jouer, enfin, j'adorais le voir jouer, mais quand il arrive à Lyon, en tant que 6, c'était pas pareil, hein. Bah, Thiago Mendes, je pense que c'est un des plus grands échecs de l'ère moderne à Lyon, quoi. Puisque il est arrivé enrôlé d'une place, je crois que Lille avait fini dans le top 4. Je me demande même pas si c'est 2 ou 3. Deuxième même, deuxième. Deuxième, avec Christophe Galtier, on le voyait, oui, dans un double pivot. Les recruteurs, dont Juninho, le directeur sportif, ont décidé de l'enrôler pour qu'il devienne ce fameux 6 technique à la place de Lucas Touzard dans le 11 de Silvino. Et tout simplement, il n'avait pas déjà les qualités pour être un 6 dans une équipe jouant en 4-3-3 et aussi l'état d'esprit. Je m'en souviens des nombreux commentaires comme quoi il passait pas mal de temps en boîte, pas mal de temps en train de un peu à la Marco Verratti. Donc ça passe pas. Il s'est calmé. J'entends pas ça, donc il s'est calmé, mais ça reste moyen. Thiago Mendes, là, il a été repositionné en défenseur central par Boss. Il y en a beaucoup qui y croient, qui disent allez, on sait jamais, ça sera jamais. Thiago Mendes, il est pas mauvais, c'est pas un mauvais garçon non plus, mais il n'a pas les qualités pour être titulaire à l'Olympique Lyonnais, encore moins en défense centrale où c'est pas son poste. Clairement, la saison dernière, il y en a qui voyaient plein d'espoir, mais tu vois que déjà il est assez petit. Dans son positionnement, c'est pas un défenseur central de métier, donc des fois il est perdu, quoi. Et c'est bien normal. Non, il est à côté aussi de jeunes, de Gusto et Lukeba. Ils sont très bons, ils ont un plein de potentiel, oui, mais ils ont qu'une saison de Ligue 1 dans les jambes, quoi. Donc les erreurs, ils vont en faire. Est-ce que Thiago Mendes est capable de corriger ses erreurs alors que lui aussi, il est mis là pour ses premiers matchs en défense centrale? J'en doute. C'est vraiment un joueur qui a des capacités, notamment dans le jeu long. Sa vision du jeu, elle est pas mauvaise, mais il n'arrive pas à mettre tout ça dans le pied, vraiment à ajuster. Il y a pas mal de déchets chez Thiago Mendes. C'est tout simplement pas un joueur qui est au niveau de l'Olympique Lyonnais en tant que titulaire. À la limite, quand il est bon, quand il est dans une bonne phase, il y a eu des bonnes phases à Lyon, je pense à sa première partie de saison sur Rudy Garcia, on est champion d'automne. Je pense aussi à sa dernière demi-saison, ou que ce soit même en défenseur central ou d'abord au milieu de terrain sous Peter Bosz où il a dépanné avec les forfaits de Cacré et d'Ndombele. Il était pas si mauvais, on a vu le bon Thiago Mendes, mais il était pas du niveau d'un titulaire à Lyon. Quand tu vois les performances de Cacré, Thiago Mendes à côté, ça fait tâche. J'aurais pas gardé en tant que remplaçant et encore moins titulaire parce qu'il va partir en tant que titulaire cette saison sous Peter Bosz. J'espère qu'il va me faire mentir, j'espère que ça de toute façon, mais j'en doute, quoi. Mendes en défenseur central, ça va être pareil. Ok, très bien. Après, quand justement j'entends ça, placer Thiago Mendes en défense centrale, c'est aussi un peu gâcher quand même sa technique parce que même si je l'admets, en 6 il était pas bon, sa technique n'était pas là, mais il a quand même cette grinta brésilienne. Et donc le placer en défense centrale, ça veut dire lui retenir cette grinta. C'est surtout le conserver par son jeu sans ballon, quoi. Et avec ballon dans la relance, tu vois que Castello Lukeba, il s'en occupe bien. Et même à la limite, si tu veux avec du ballon, Boateng, on sait avec ses ouvertures incroyables, il a fait que ça la semaine dernière, de toute façon, des bonnes ouvertures. Et tu mets Boateng, mais Mendes, c'est pas par son jeu vraiment avec ballon qui est passé. Je pense que Peter Bosz voit en lui un joueur intelligent, capable de couper les lignes de passe, capable peut-être de gagner des 1 contre 1. J'ai pas vraiment vu ça, moi, de Thiago Mendes, mais je fais confiance à Peter Bosz. Est-ce que ça va conduire à un Thiago Mendes assez neutre avec les faces en ballon? Je pense pas. Je pense qu'il va
Peter Bosz va lui dire ok, toi tu prends en face quand on récupère le ballon, c'est toi qui t'en occupes, t'essayes de bien la passer au milieu aux attaquants. Est-ce qu'il va le faire, ça? C'est la question qu'on se posera tout au long de la saison. Est-ce qu'il sera un bon défenseur central? Est-ce qu'on dira, dans les défenseurs centraux qui nous ont marqué cette saison, il y a Thiago Mendes? On verra. J'en doute, mais on verra. Ok, très bien. Aussi cet été, il y a eu un changement, que ce soit aussi un changement de projet, mais aussi un changement à la direction. Lyon a été racheté par un fonds d'investissement américain, donc en tant que propriétaire. Est-ce que d'après toi, c'est une bonne chose? Ça dépend qui, quoi. John Textor, il était peu connu en France. Je crois que si je dis pas de conneries, il a fait couler de nombreuses entreprises. Il a fait aussi de bonnes choses. C'est mitigé. Je connais pas vraiment John Textor en soi pour juger si c'est une bonne chance son arrivée ou pas. Mais je vois que déjà il s'y connaît en foot. C'est pas par exemple un McCourt qui arrive, qui voit que c'est une entreprise avant que ce soit du football. Non, lui il a des parts à Crystal Palace, surtout dans un club belge et à Botafogo. Donc il s'y connaît. Il sait qu'il faut mettre à la direction des hommes qui s'y connaissent encore plus que lui. Donc je veux être confiant avec John Textor. Tant qu'il met l'argent. On sait, les Américains, c'est mettez l'argent, vous en avez, et évitez de jouer aux marionnettes avec la direction, laissez-les bosser, mettez des gens compétents. Donc pour le moment, on dit que le cycle John Textor a commencé. Moi, je dis que non. L'argent, certes, il a déposé du capital, mais c'est pas ça qui fait arriver une nouvelle ère. Une nouvelle ère, c'est clairement quand Jean-Michel Aulas va partir. Et quand peut-être il y aura aussi d'autres changements dans la direction. Donc certes c'est acté, mais pour moi c'est de la continuité. Ok. Mais aussi ça permet de garder le président historique Aulas en tant que président aussi. Là on est rassuré. Oui. Aulas, je crois que j'ai appelé ça un contrat, mais il a une garantie comme quoi il sera président d'ici 3 ans. Est-ce qu'il partira sur une 4e année en plus, ça on sait pas, mais déjà c'est pas une rupture. Ça ils ont bien fait comprendre les dirigeants de l'OL, John Textor, ils ont fait comprendre que ok c'est racheté, mais c'est pas un changement historique pour Lyon, on va faire ça petit par petit et Jean-Michel Aulas va essayer de gérer la transition, il va essayer de bien gérer comme d'habitude. On va encore l'entendre, le Jean-Michel. Il est pas mort. Il est pas mort en tant que dirigeant. Il sera toujours là pour gueuler. Et là en tant que Lyonnais, je suis bien content. Je sais que les autres supporters, ils l'aiment pas parce qu'il défend son club, qui est l'Olympique Lyonnais, parce qu'il va pas défendre les autres évidemment. Mais il sera là pour en imposer. On va pas mettre un dirigeant comme ça qui va pas se préparer. Je pense que le dirigeant après le futur président après Jean-Michel Aulas, il sera très bien encadré, il sera nommé président quand il sera prêt. On pense à Tony Parker. Je pense que l'arrivée d'un Américain en tant que propriétaire pourrait aussi faciliter cela. Donc plutôt rassuré. Tout le monde, toute la sphère lyonnaise est rassurée que Jean-Michel Aulas reste. J'en suis de même. Ok. Et puis c'est aussi pour la Ligue 1, c'est quand même mieux de garder Jean-Michel Aulas. Il y avait une question qui m'intéressait, pas forcément en rapport avec Lyon, enfin indirectement. Qu'as-tu ressenti quand Saint-Etienne est descendu en Ligue 2? Ça m'intéresse. Il y a eu 2 phases. Il y a eu d'abord j'ai regardé les 2 matchs de barrage contre Auxerre. Auxerre, déjà en soi, j'aime bien Auxerre pour les raisons que tout le monde aime Auxerre quand t'es neutre, c'est-à-dire club historique, Jean-Marc Furlan, des bons joueurs que t'as envie de voir en Ligue 1. Et Saint-Etienne déjà c'est le club ennemi, donc je partais pas comme allez les Saint-Etienne, allez il y aura des derbys l'année prochaine, allez on vous déteste mais on va un peu vous supporter. Non. Clairement, je voulais la descente de Saint-Etienne juste sur le moment T, dire vous êtes en Ligue 2, vous êtes en dessous.
Mais évidemment que la deuxième phase, après, ça manque. Une Ligue 1 sans Saint-Etienne, sans Bordeaux en plus, pour des chocs historiques, ça t'en enlève clairement. Donc j'espère que... alors, c'est pas sortir ce contexte, hein. J'espère que Saint-Etienne va remonter, parce que 2 années sans derby, c'est pas possible. Déjà, une année, ça va être long, parce que quand tu vois le calendrier sorti, c'est la réaction de tous les supporters lyonnais. Dès que le calendrier sort, ce que tu coches 2 dates, le match aller à Geoffroy-Guichard, le match retour au Parc OL ou vice versa. Et là, quand le calendrier est sorti, tu t'avais beau chercher, tu trouvais pas. Donc on peut être dégoûté, mais bon, voir Saint-Etienne en Ligue 2, c'est quand même un petit plaisir. Je comprends tout à fait. Il y avait aussi une question qui m'intéressait. Est-ce que d'après toi, l'arrivée de Lyon au nouveau stade, donc au Parc OL, est-ce que d'après toi, le club a régressé ? Car depuis du coup ce changement, Lyon a été de moins en moins dans le top 3. Certes, est resté européen, mais est resté un peu moins dans le top 3, est resté dans le top 6, mais bof. Donc est-ce que le club a régressé, et donc possiblement le Stade Gerland manque ? Je pense pas que ce soit Gerland, je pense que c'est une coïncidence, quoi. Je pense que si l'OL serait resté à Gerland, les résultats sportifs n'auraient pas été meilleurs. Ça aurait rien changé. Le public est toujours là, quoi. Que ce soit à Gerland ou au Parc OL, et au Parc OL, quand il y a deux gros matchs, ils sont encore plus là, puisque l'influence est plus importante au Groupama Stadium qu'à Gerland. Je pense que c'est surtout une simple coïncidence. Avec quand t'es arrivé, je crois au Parc OL, je crois que ça s'est ouvert lors de la dernière année de la Casette Tolisso Umtiti à Lyon. Je dis pas de conneries, donc t'étais en plein dans les années Genesio. On connaît les années Genesio, très compliqué, même si les résultats étaient là, c'était très très compliqué. Et après t'as eu l'expérience Silvino, Rudy Garcia, une demi-saison compliquée, mais c'est pas de sa faute. Une bonne demi-saison meilleure là où il avait une responsabilité, c'était bien, une demi-saison catastrophique. Et enfin bon, il y a Peter Bosz, mais je pense pas que ce soit le Groupama Stadium en lui-même. On sait qu'un stade, ça, c'est gentil, quoi. C'est pas lui qui va te faire bouffer tes saisons. Je pense que déjà de manière économique, le Parc OL, c'est une grande réussite du club. Et moi, j'espère que l'année prochaine, on ramènera un titre pour le montrer aux supporters au Groupama Stadium. Comme quoi ? Comme quoi, la Liga, on va pas se mentir, le PSG est bien trop fort. On sait jamais, après, on peut gagner nos 38 matchs, mais je miserai pas là-dessus. Mais on sait pas, chaque année on dit ça, mais une Coupe de France, on sait qu'on peut la faire. On a déjà été en finale de Coupe de la Ligue lors de l'année Covid. On sait pas si on avait la possibilité d'y aller l'année dernière, s'il n'y avait pas eu les incidents contre le Paris FC. Je pense pas que on serait allé en finale de toute façon, mais on peut pas l'enlever. On ne sait pas. On a la qualité, parce qu'à un moment, on n'a pas de Coupe d'Europe. Notre Coupe d'Europe, ce sera la Coupe de France. Si tu te fais sortir lamentablement en huitième ou en quart, ou en faisant rien en demi, ça sera un échec. Et là aussi, Peter Bosz a une grande responsabilité. Il doit voir la Coupe de France comme un objectif. Quant à l'ambition de gagner l'Europa League, je peux pas dire la Coupe de France, on va faire de notre mieux, on verra. Non, c'est tu dois la gagner. Après, si tu tombes sur meilleur que toi-même, parce que il y a meilleur que lui en Ligue 1, je pense, en PSG évidemment, tu peux tomber sur un très bon Monaco ou un très bon Rennes, ça on le sait, un très bon Marseille qui peut se sublimer. Mais il faut vraiment ne pas avoir de regrets dans cette Coupe de France, parce que ça ferait mal d'avoir des regrets, de se dire l'équipe s'est pas donnée, l'équipe a été mauvaise tactiquement, techniquement, mentalement. Ça, je veux pas l'entendre si on élimine la Coupe de France. Si on n'arrive pas à remporter ce trophée, je qu'on dise, ils ont fait du mieux qu'ils pouvaient. Personnellement, c'est pas passé. On a manqué de chance. Voilà, peut-être eu un mauvais arbitre. Comme souvent. Comme souvent avec Lyon. Ils étaient meilleurs que nous, donc on assume, bien joué à eux. Nous, on se concentre sur la Ligue 1 et puis basta. Ok, très bien. Justement, aussi t'en parles de cette saison sans Coupe d'Europe.
est-ce que cette saison peut-il... je me répète un petit peu, mais est-ce que cette saison peut permettre à Lyon donc de retrouver la Ligue des Champions ou même donc de titiller le PSG? Bon, titiller le PSG, t'as dit que non, mais accrocher la Ligue des Champions, est-ce que ce serait possible? C'est l'objectif, clairement. Tu as en plus ce qui est, on va dire, c'est un mal pour un bien, mais cette non-qualification en Coupe d'Europe, dans une saison marquée par la Coupe du Monde, et donc toutes les équipes européennes qui vont jouer tous les 3 jours jusqu'à novembre, de fin août à novembre, je crois qu'ils doivent avoir une semaine de libre, donc ça va être un rythme infernal pour eux. Toi, tu vas pouvoir compter sur déjà plusieurs semaines de préparation pour les matchs. Donc quand tu es l'Olympique Lyonnais, tu ne peux pas finir hors dehors du podium quand tu n'es pas en Coupe d'Europe. Tu regardes la saison du Rudy Garcia où on n'est pas en Coupe d'Europe, on fait une grande saison, on termine 4e. Pourquoi? Parce que devant il y a 3 équipes qui ont été encore plus phénoménales que nous. Je crois qu'on termine 3e, on doit avoir peut-être 70 points. Normalement, quand tu as ce nombre de points, t'es second, t'es dauphin. Si t'es 3e, c'est déjà incroyable. Mais quand t'es 4e, c'était une saison historique. Donc il faut qu'on soit comme la première partie de saison de Rudy Garcia, c'est-à-dire qu'on soit une équipe régulière, qui fasse mal dans les grands matchs, qui fasse mal aussi contre les petites équipes, contre les bus, parce qu'on a la qualité pour perforer ces bus, même s'il y en a de moins en moins en Ligue 1. Quand tu regardes même la saison passée, on n'a pas vraiment joué contre des bus, on a vraiment joué contre des équipes joueuses qui ont soit mérité d'avoir un point contre nous ou 3, et même au contraire, des fois on les volait. Donc là sur ça, je vais pas critiquer les autres, on va se critiquer nous-mêmes parce que nous devons finir sur le podium. Nous devons même, je dirais même, finir 2e si on veut avoir de l'ambition. Ça sera compliqué à 2e place si on n'est pas 2e, si c'est un grand Rennes, un grand Monaco. J'en voudrais pas parce que ces 2 équipes ont aussi un très bel effectif. Sauf que eux, Monaco, Rennes, vont jouer tous les 3 jours. Et même Monaco, c'est dès maintenant, quoi. Avec ce match contre le PSG, ils vont jouer tous les 3 jours à cause des barrages. Puis potentiellement la phase de poule, soit de la Ligue des Champions, soit de la C3. Et nous, on ne joue pas tous les 3 jours. On a un effectif de qualité. Il y a aussi de la profondeur de banc, que ce soit apporté par des joueurs d'expérience ou par des jeunes. Nous devons assurer ce podium. C'est une obligation. C'est dans le contrat de Boss, de toute façon. Boss, il est en fin de contrat. S'il n'en remplit pas cet objectif de montrer que l'OL est une équipe qui est sur le podium et qui mérite de l'être, ça sera Boss. Au revoir. Ok, très bien. Aussi, donc, tu dis qu'il y a un effectif de qualité. Il y a certaines rumeurs qui amènent à un retour d'un autre joueur que les Lyonnais affectionnent beaucoup, un ancien capitaine, prénommé... Titi, non? Aussi, mais un autre joueur? Ah, tu penses auquel? Ancien capitaine? Oui. Pas Nabil Fekir, si? Non. Memphis? Non. Memphis Depay. Oui, j'ai vu des rumeurs. Ah, je pense pas que ce soit vrai, malheureusement. Mais donc, est-ce que tu penses qu'il puisse revenir? Tu dis non, mais ce serait quand même pas mal de le faire revenir. Évidemment, tu me dis, tu veux faire revenir Memphis Depay, je te dis, montre-moi le contrat, donne-moi un stylo, je signe. C'est un joueur d'une grande qualité, je vais pas le présenter, tout le monde le connaît, on l'a vu en Ligue 1. C'est un joueur d'un talent phénoménal. Sur la dernière saison qu'il a fait, il a vraiment passé un cap. En plus, il a pris le leadership. Même sur les 2 dernières saisons, sous Garcia, vraiment, l'entente était très bonne entre les deux. Il a pris le leadership, il a dit, ok, dans les matchs compliqués, vous me trouvez. Je suis un peu le phare dans la lumière. Enfin, dans l'ombre plutôt. Le phare dans la nuit. C'est quand l'OL a subi de nombreuses saisons, de nombreux matchs compliqués. Et lui, il a sorti sa qualité technique. Il a aussi fait briller les autres. C'est vraiment un capitaine exemplaire. Après, est-ce qu'on a besoin de Memphis Depay actuellement? Quand t'as déjà pris Alexandre Lacazette, t'as déjà Toko Ekambi à gauche. En plus, Memphis Depay, on sait, il a fait de nombreuses déclarations que je trouvais pas irrespectueuses non plus. Bon, au début si, mais vers la fin non, où il disait l'OL c'est bien gentil, j'aime bien l'OL et tout, mais mon rêve c'est de m'imposer dans un grand club. C'est pour ça qu'il est parti au Barça finalement. Il n'a pas réussi à s'imposer. Je pense pas qu'il a Lyon sur sa tablette. Ça serait clairement une solution de repli. On sait que Memphis Depay a de l'ego.
Retourner à Lyon, c'est clairement pas dans ses plans. On parle surtout de la Juventus. Je pense pas que ça va se faire. Est-ce que des clubs de première ligue ou même le Bayern Munich qui a perdu Lewandowski, même si bon les relations entre le Barça et le Bayern sont fraîches, est-ce qu'il n'irait pas au Bayern ou en tout cas je le vois pas régresser vraiment, parce que passer du Barça à Lyon c'est clairement régresser. Je pense qu'il va rester dans cette sphère des autres clubs pour essayer de s'imposer, de montrer qui est Memphis. À Lyon je le prends, mais Memphis ne prend pas. Ok, très bien. Oui, c'est vrai que finalement, au Bayern, ça peut être une solution et plutôt une belle récompense pour sa carrière assez mouvementée. Ça, on peut le dire, oui. On va parler aussi, là c'est la dernière question avant l'antépénultième question, on va dire. L'avant-dernière, parce qu'antépénultième c'est avant, donc avant-dernière question. Tu parlais de Bruno Genesio. Malgré tout, les résultats sportifs étaient bons. Et son successeur, donc, c'était Silvinho. Ensuite, ça a été Rudy Garcia. Et actuellement, Peter Bosz. Est-ce que, quand même, le départ de Bruno Genesio a-t-il fait mal à Lyon ? Absolument pas. Là, je pense que c'est pas Genesio en lui-même, c'est pas le départ de Genesio. Je pense que c'était clairement ce qui a pas fonctionné, c'est d'avoir Silvinho, un peu les joueurs aussi, mais c'est pas Genesio. Genesio, je fais partie de ceux qui trouvent que les critiques n'étaient pas injustifiées du tout. C'est un joueur qu'il avait, c'est un coach qui avait en sa possession des joueurs mais phénoménal. Il avait quand même, alors niveau équilibre, ok, parce que quand tu joues en double pivot Ndombele Aouar, tu peux pas trouver de l'équilibre, mais il avait de la qualité, quoi. Il avait un réservoir offensif. Il devait avoir cette aura de dire aux joueurs, ok, maintenant c'est bien beau de faire des gros matchs contre City, PSG, etc. Mais il faut les faire aussi contre des équipes où nous devons prendre 3 points, où nous devons produire du jeu. Et produire du jeu sous Genesio, contre les petites équipes, j'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu un match contre des équipes milieu de tableau, bas de tableau, où j'ai dit, ah là, on a mis la qualité et on a remporté le match. Et souvent, tiens, on a fait un 0-0 contre Reims, où certes Reims a bien défendu, mais nous, on n'a rien produit, on n'avait pas le regard vers l'avant, droit au but, pour reprendre un fameux slogan de nos amis marseillais. Mais Genesio n'a pas su inculquer ça à son équipe, une mentalité de gagne, une tactique aussi. On dit qu'il était assez limité tactiquement. Je dis oui et non parce qu'il a quand même réussi quelques gros coups, notamment contre Guardiola ou face au PSG. Mais moi j'ai vraiment eu connu des après-midi de merde à cause du Genesio de l'OL. Je me souviens des matchs contre Bordeaux. Mais des matchs contre Bordeaux, c'était des purges à chaque fois. Il y avait déjà pas le score, déjà d'une, et il y avait pas le niveau, il y avait pas offensivement, il y avait rien. Après, il y a quelques quand même excuses pour que Genesio. Déjà les joueurs défensivement, quand tu regardes la ligne défensive, quand tu dois faire ton équipe avec Marsal, Marcelo, Diakabi, etc. Et tu grinces. Sauf qu'on a été champion de. Je rappelle qu'on a été champion d'automne avec Cornet latéral gauche, avec un Marcelo qui était pas le Marcelo sous Genesio, parce que Marcelo sous Genesio c'était un bon joueur, mais après c'est devenu vraiment, je vais pas dire un gros mot, mais c'était devenu un mauvais joueur. Et donc certes la défense sur le papier était pas dingue sous Genesio, mais je pense que sous un bon coaching, elle aurait pu mieux marcher, être encore plus solide. Il y avait aussi un grand Lopez sous Genesio, c'était dingue Lopez. Donc passe un moment. En plus, tu dis les résultats sont là. Je te dis oui et non. En Ligue des Champions, on sortait difficilement de la phase de poule, alors que déjà on battait le leader. Quand tu bats Manchester City à l'Etihad, tu prends même 4 points sur eux. Tu peux pas être en galère jusqu'à la dernière journée, alors que ton groupe, je crois qu'il y avait le Shakhtar et Benfica ou un truc. Non, c'était Hoffenheim et Shakhtar, où tu faisais contre Hoffenheim et Shakhtar des matchs pourris. Tu pouvais pas aussi être avec cet effectif-là, troisième de Ligue 1, où devant toi, t'avais, je crois, il y a un moment, il y avait le LOSC, il y avait aussi
à Monaco un peu décomposé par son titre de champion. Tu devais de faire mieux même en termes de résultats. Donc Genesio, quand il s'est barré, au revoir, merci. Bon, il nous l'a bien mis dans le cul cette année en nous pulvérisant par 2 fois. Il a fait une belle équipe de Rennes. Je lui souhaite encore une réussite. J'espère qu'il va vraiment faire quelque chose en Europa League. J'espère qu'il fera moins de choses en Ligue 1. Ou alors il fera des bonnes choses, mais derrière Lyon. Genesio, c'est un enfant du club. Je participe pas à une haine, mais par contre, je dis pas, je sais pas, en hashtag reviens Genesio, je regrette Genesio. Non, Genesio, c'est du passé. Il a fait quelque chose bien. Il a fait pas mal de choses où il aurait pu faire mieux. Donc non, je pense pas que Genesio, on va le regretter, le manquer. Après, finalement, c'est quand même pas un si mauvais coach quand même, parce que là, actuellement, à Rennes, c'est pas mal. Ah, c'est un bon coach français, oui. Est-ce qu'il avait le standing pour répondre à une pression populaire lyonnaise qui est un peu plus faible à Rennes? Non, il n'avait pas ce standing-là. Après, j'ai souvent regardé Rennes cette saison, c'était magnifique, clairement. C'était une équipe assez intéressante, où offensivement, c'était beau à voir jouer, il y avait plusieurs combinaisons, il y avait les joueurs pour aussi. Et puis il a éclaté 2 fois à Lyon aussi. Là, je pense que c'était déjà des gros matchs de Rennes, mais aussi des matchs de merde de Lyon. Tu regardes le match retour, déjà le match retour, ils ont pas la tête à Rennes. Je crois que je me demande même si c'est pas avant le match de West Ham ou entre les 2 matchs, un truc comme ça. Ils avaient pas la tête à Rennes. Parce qu'à un moment, tu te fais fister le cul, excusez-moi l'expression, mais en Bretagne, 4-0 ou 4-1, parce que ce penalty à la dernière minute, moi je m'en fous. Tu as un peu d'orgueil, tu dois dire Rennes, ok, vous nous avez fait à l'envers au Roison Park, on va vous montrer que le Parc OL c'est chez nous et que vous allez rentrer la queue entre les jambes en Bretagne. Donc ils sont fait ouverts, il n'y avait même pas envie et tout. Et je sais pas si Genesio a dit un truc à Rennes, parce que Rennes a été comme ça un peu plusieurs fois dans la saison. C'était pas que contre Lyon, ils ont été très bons contre Lyon, mais ils ont été très bons contre d'autres équipes. Je pense notamment, je crois, au match. Oui, contre Paris. Je pense aussi au match retour que j'ai vu contre Montpellier, où vraiment on a vu une équipe qui se donnait, qui vibrait pour le logo rennais. Donc je pense qu'il a une responsabilité, Genesio, là-dedans. Je sais pas, c'est pas qu'un succès des joueurs, c'est aussi, voilà, il a su bien modeler son équipe. Après, j'attends aussi la confirmation, parce que tu regardes que Rennes, on dit que c'était beau à jouer et tout, mais au final, ils ont fini 4e. Quand tu vois la première partie de saison de Monaco, ou les nombreux contre-performances de l'OM, qui eux ont fini devant Rennes, tu te dis, qu'est-ce qui a pas fonctionné? Et peut-être que ce qu'est-ce qui a pas fonctionné, on le verra plus clairement cette saison. Ok, très bien. On passe à la dernière question que tous les participants ont eue, que beaucoup de personnes aiment. D'après toi, si tu étais le coach de Lyon, donc en remplacement de Peter Bosz, quel serait ton mercato et donc ton équipe pour la saison prochaine? Évidemment, cela s'affiche à l'écran. Déjà au but, je change pas grand-chose. Le mercato a été fait avec l'arrivée de Rémi Rioux. Paul Herzberg est en instance de départ, je ne force pas à rester. C'est un bon gardien qui a montré de bonnes choses lors de sa première saison. Je me rappelle en Coupe de France, son match contre le Red Star, vraiment très bon, mais en seconde lors de sa deuxième saison où il devait remplacer Lopez, il n'a pas vraiment répondu présent. Après, c'est pas vraiment de sa faute, c'est un bon gamin, mais tu vois que mentalement, tu vois même, j'ai vu récemment une vidéo sur YouTube, pour regarder entraînement des Ghanéens et tout, il est dans sa bulle, il est même, je dirais même dans la lune. Donc il est pas focus. On a pris Rémi Rioux, je vois pas l'intérêt d'avoir 4 gardiens. Donc Lopez en 1 et Rioux et Bonnevie, peut-être Rioux en 2 déjà cette saison. Et Bonnevie, s'il fait de bonnes prestations avec la réserve, de toute façon ça va arriver. Si il a vraiment du potentiel, il passera devant Rémi Rioux. J'ai dit tout à l'heure, Rémi Rioux est là pour montrer de bonnes choses à l'entraînement, sous les yeux de Bonnevie, pour l'aider à progresser et à s'acclimater. En défense, le mercato lyonnais avant mon arrivée nous a déjà fait arriver un latéral gauche du nom de Tagliafico, donc titulaire.
Il a joué à l'Ajax. Je regarde pas les Redivisie, mais on se souvient de l'épopée de l'Ajax en Ligue des Champions où il a été un bon élément. Il a connu des saisons plus moyennes. J'espère qu'on va le relancer. À 4 millions, je pense qu'on peut pas non plus attendre à grand chose. C'est vraiment le prix est très faible vu ce qu'on vend le joueur. J'espère. De toute façon, il passe derrière Maxwell Cornet, Emerson, Marçal. Donc, on a connu pire en latéral gauche. Il devra montrer que lui, on doit pas mettre son nom à côté de ces joueurs qui ont été assez neutres lors de leur passage en latéral gauche. Derrière lui, Enrique, on a déjà parlé de lui tout à l'heure, état d'esprit irréprochable, un mec qui se bat pour l'amour du maillot, même quand tu vois certains jeunes du centre de formation, tu te dis en fait Enrique vient de là, Enrique il a bouffé de l'histoire de Lyon, il sait où il pose les pieds, il connaît cette ferveur populaire lyonnaise, alors que pas du tout, il y a un an il connaissait de l'OL que du nom. Donc vraiment je le garde en tant que doublure, ça va. Bon, si Tagliafico se blesse et qu'il doit enchaîner des matchs, là j'ai un peu plus peur parce que c'est un joueur techniquement qui a montré ses failles, défensivement aussi. Mais voilà, il peut sur quelques matchs dépanner. Quand il se donne à 200%, il est capable de faire des matchs corrects, voire bons. Donc je vais pas chercher un remplaçant. Je vois pas pourquoi on mettrait de l'argent alors que t'as déjà Enrique. En défense, par contre, là, il y a un peu plus de mouvement. Je vais partir Thiago Mendes, où je vois pas pourquoi on l'a prolongé. Comme je vais pas me répéter comme tout à l'heure, mais en quelques mots, il a pas le niveau pour être défenseur central à l'OL. Donc, je garde évidemment Castello Luqueba, joueur avec un gros potentiel. Déjà, t'as pas l'impression qu'il a 19-20 ans, le mec. T'as l'impression que c'est déjà sa 8e saison en Ligue 1. Il y a déjà des automatismes. En un contre un, il y a beaucoup d'attaquants qui le craignent. Alors qu'il a même pas une saison en Ligue 1 en entier. Donc j'espère, je pense qu'il va encore confirmer. Il va pas, je vois pas ce joueur connaître des trous d'air vraiment. C'est un joueur régulier, donc vraiment valeur sûre. Et à côté de lui, ça sera pas Da Silva puisque je le fais également partir, tout comme Thiago Mendes. Damien Da Silva, on l'annonce du côté de Metz. Donc c'est un bon soldat, mais quand tu vois ces matchs, t'as plus envie de pleurer ou de rire que de dire lui c'est un bon joueur de Ligue 1. Donc à côté de lui, je mets un joueur que connaissent les Rémois, puisque c'est Woodface, qui est un joueur qui a démontré durant ses nombreuses années de Ligue 1 que la solidité défensive de Reims, c'est grâce à lui en partie, avec on sait ce triangle Abdelhamid Rajkovic. Rajkovic est parti pour 3 bouts de pain, un pain au chocolat, un croissant, ce que vous voulez à Majorque. Déjà à Majorque, très très belle ville, je pense, touristique, mais pour un club de foot, quand t'affiches ce standing en Ligue 1, t'es un peu déçu. Moi j'ai été déçu que Rajkovic part, donc je pense que si l'OL met une belle offre sur la table rémoise, je vois pas pourquoi Reims va refuser ce transfert. En plus, pour Woodface, passer de Reims à Lyon, il va pas refuser. Je le mets titulaire, mais évidemment, c'est pas figé. Parce que derrière lui, je garde Jérôme Boateng. Jérôme Boateng qui a plus qu'un an de contrat. Donc, je le garde, il n'y a pas de rupture de contrat ou de départ. Je veux voir Jérôme Boateng. Jérôme Boateng, c'est un joueur assez expérimenté, mais qui n'a pas montré son expérience à Lyon. C'est-à-dire qu'il est arrivé avec tout son palmarès, champion du monde, double vainqueur de Ligue des Champions, multiple vainqueur de Bundesliga, mais on a vu un Jérôme Boateng complètement perdu sur le terrain, où ses interventions n'étaient pas très bien maîtrisées. Je l'ai revu contre Willem II en match amical, ça m'a pas rassuré, alors que voilà, quand je voyais ses débuts aux côtés de Jean derrière, je me dis putain, on a quand même recruté Jérôme Boateng, c'est pas mal. Quand il sera prêt physiquement, ça sera un des meilleurs défenseurs de Ligue 1. Sauf que il a jamais été prêt physiquement l'année dernière. C'est vraiment une vraie déception. C'est pour ça que je mets un autre défenseur dans sa course, dans sa concurrence, et lui dire ok, donc tu performes, c'est ta dernière chance pour d'évoluer au niveau, parce que s'il montre encore sur les matchs de Ligue 1 qu'il n'a pas le niveau,
À la fin de son contrat, déjà, l'OL va pas le prolonger évidemment. Je mise sur ses performances pour voir ce qu'on fait de Jérôme Boateng. Mais si il ne répond pas présent en Ligue 1, je le vois mal rebondir déjà dans un club de première division allemande. C'est les rumeurs qu'on voit. Je vois rebondir peut-être chez le 15e de Turquie ou dans une destination assez exotique. Et à côté de lui, en numéro 4, Sinali Diomandé, beaucoup d'expérience, enfin peu d'expérience, pardon, puisqu'il a connu une saison plutôt blanche l'année dernière où il a été blessé, mais c'est un joueur qui a des qualités. On l'a vu à Lyon, je mise sur lui et je pense pas qu'il va avoir de montant de jeu, mais il faut un numéro 4. Donc je choisis, on sait jamais, si Jérôme Boateng déçoit trop, il passera numéro 3 et il aura des occasions à montrer. À droite, j'ai Malo Gusto, c'est vraiment une bombe. Il a su détrôner le grand Léo Dubois avec son brassard de capitaine, je ne sais d'où. Il a su passer devant lui logiquement en fin de saison et il a démontré tout son talent. Défensivement, ça va être très limité de par le fait que il était milieu plutôt relayeur, plutôt offensif lors de son passage en jeune et ça fait très peu de temps qu'il est latéral droit. Et c'est pour ça que je veux pas le laisser seul derrière. Je sais qu'il y a Lomami en latéral droit qui est assez polyvalent, mais il est jeune. Je sais que Sinali Diomandé peut jouer à ce poste, mais il faut recruter de l'expérience, un gars qui va le pousser à 200%, et je prends Djibril Sidibé, qui est encore libre, bizarre. On est déjà le 1er août, c'est un bon joueur, champion du monde, qui peut apporter de nombreux services. J'ai vu qu'il était sur les palettes d'Everton, lui qui est déjà passé par là. Je sais pas pourquoi on se positionne pas sur lui, il est français. On va pas lui demander d'être titulaire, on va lui demander juste de se battre, de tout donner à l'entraînement et de répondre présent si Malo Gusto n'arrive pas à enchaîner les matchs parce que voilà, les jeunes joueurs, on sait qu'ils peuvent connaître des creux, des irrégularités et je pense que contrairement à Lukeba, Gusto va plus les connaître. On l'a vu la saison dernière. Au milieu, on voit ce trio que j'aime bien, avec d'abord William Carvalho, puisque on parle beaucoup de William Carvalho dans le cadre d'un échange avec Oussem Aouar. Donc cet échange, je le fais. Oussem Aouar, clairement, on l'a vu, Oussem Aouar, pur produit de la formation lyonnaise, mais qu'est-ce que tu fais, mec? Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi que quand on voit les images il y a 3 ans, t'es au même niveau? Pourquoi cette palette technique n'est pas exploitée encore plus? Pourquoi ta vision de la passe on la voit pas aussi souvent? Pourquoi tes frappes, Timothée, 4 ans d'un club amateur, fait les mêmes? Beaucoup d'interrogations sur Oussem Aouar et il répond pas, quoi. C'est vraiment un gars aussi physiquement, j'aimerais bien un peu qu'il fasse de la muscu. Il a pris de l'âge, mais bon, physiquement, il assure toujours pas. Donc, merci Oussem, on t'adore parce que t'es un joueur du centre, mais va vraiment te confronter à l'étranger, à la dureté, à la difficulté de s'imposer, parce qu'il est dans un concours à Lyon, et clairement, ça n'aide pas à progresser. Donc, William Carvalho en échange, je vais pas dire, je connais pas trop pour ne pas avoir vu ses matchs, mais j'entends beaucoup de bonnes choses avec lui, international portugais. Il est polyvalent, il peut jouer en défense centrale, il peut jouer en 6, il peut aussi jouer dans un double pivot. Je pense qu'il sera dans une concurrence à 4, avec notamment Corentin Tolisso, voire à 5, avec Joanne Lopenant qui a montré de bonnes choses en préparation. Corentin Tolisso, je l'ai dit, on peut pas compter sur lui de par son physique, où il est encore blessé, trop blessé. On peut pas faire une saison avec seulement 3-4 milieux confirmés, on a besoin d'un plus. Et Carvalho sera là, il sera en concurrence. De base, je pense que je peux mettre Tolisso Cacré dans un double pivot. Mais Tolisso, est-ce qu'il va débuter? Est-ce qu'il va continuer? Est-ce qu'il va passer toute sa saison à l'infirmerie? Trop de questions pour seulement commencer la saison avec aussi peu de milieux. Donc Carvalho, je le prends. Je prends aussi Paqueta parce qu'il est sur le départ et j'essaye de le retenir, quoi. Même si on connaît les raisons économiques, on parle de 60, 70 millions. Bon, à ce prix-là,
quand t'es une entreprise, un club, tu peux pas refuser, mais Lucas Paqueta, c'est un des meilleurs joueurs de Ligue 1. Je pense qu'au sportif, je le garde. C'est vraiment un joueur d'une grande qualité. Tout le monde connaît Paqueta, de par il marque, il fait la passe, avant-dernière passe, un joueur qui casse des lignes. On a besoin d'un milieu créateur. Il n'y a pas trop son profil, hormis son profil. Il y a Renade Halid qui est un profil offensif. Bon, c'est pas vraiment les mêmes joueurs, mais les deux seront d'ailleurs en concurrence parce que Paqueta, on sait qu'il est capable de demi-saison fulgurante, mais on n'a pas vu de saison fulgurante. Et j'ai envie que pour cette troisième saison, il casse la totalité de la Ligue 1, une saison entière, 38 matchs, qu'on se dise, ok, lui, il est très bon. Maintenant, c'est pas 60, 70 millions, c'est un joueur régulier, c'est 100 millions. Et les Manchester City, les je ne sais quel club vont les mettre. Parce que, certes, je suis entraîneur de l'Olympique Lyonnais, mais il faut aussi penser aux raisons économiques. Renade Halid derrière, il a montré de bonnes choses. Vraiment, Renade Halid, je peux pas le mettre directement titulaire parce que bon, 2 ruptures des ligaments croisés, tu t'en remets pas comme ça. Il a encore besoin de temps pour vraiment revenir à 100-110%. Il a montré que c'était un bon joueur, je garde. Il sera, voilà, 4e milieu. Si on enlève Corentin Tolisso dans la hiérarchie, il rentrera souvent. Et c'est la concurrence, quoi. Si un des milieux n'est pas bon, il jouera. Et je prête Da Silva, alors pas Damien, mais Florent, qui n'aura pas de temps de jeu. Je préfère en 6e, 7e milieu garder El Arouche, parce que lui, je crois qu'il est plus jeune, il a moins d'expérience. Alors Da Silva sort d'une demi-saison en nationale, je peux pas lui dire d'aller en National 2. J'essaie de lui trouver un bon club de Ligue 2, où il peut s'épanouir, et là on verra, ok, s'il fait une bonne saison de Ligue 2, tu rejoindras le groupe, tu seras sur le banc, voire titulaire si tu performes. Et Larouche est plus jeune, et Larouche a moins d'expérience, donc il fera quelques apparitions dans le groupe pro, un peu comme Habib Keita, qui a été prêté ce fois-ci en Belgique, qui a connu quelques apparitions dans le groupe pro. Il a aussi connu une titularisation en Europa League. J'espère que Larouche aura un peu son temps de jeu, et j'espère aussi qu'il a montré un peu plus qu'Habib Keita. En attaque, là, je garde les joueurs, je me sépare juste de 2, puisque c'est un secteur trop fourni pour une attaque à 3. Je me sépare de Kadewere. Je pense que c'est pas une surprise. Tu demandes le mercato parfait à tous les Lyonnais. Si un ne transfère pas Kadewere, il n'est pas Lyonnais. C'est pas possible. Tu prends un Stéphanois à Marseille, mais c'est pas un Lyonnais. C'est Kadewere, son mental déjà, il n'est pas bien. Je pense qu'il manque clairement de confiance. Son peu de temps de jeu ne le rassure pas. C'est un bon garçon, mais clairement, il n'est pas au niveau. Il a montré quelques bons matchs lors de son arrivée, mais il n'a pas montré qu'il était au niveau de l'Olympique Lyonnais, même remplaçant. On peut pas garder Tito Kadewere. À partir du moment où tu es seul devant le but, t'arrives pas à mettre une frappe cadrée, va en Ligue 2, mon gars. Je suis désolé. On a vu que Strasbourg était dessus. Je vois pas quelles sont les motivations de Strasbourg pour remplacer Ajor que de choisir Kadewere. Je vois pas l'intérêt, mais s'ils mettent l'argent, tira en Alsace. C'est très beau l'Alsace. Je vais aussi partir à Moussa Dembélé, qui sort d'une bonne saison individuelle, où vraiment il claque les buts comme d'hab, mais il annonce la fin de son contrat. On a fait venir à la Casette. Moussa Dembélé, tu peux pas mettre Moussa Dembélé sur le banc. Je pense pas, tu mets pas un vice-capitaine qui a tant performé sur le banc. Ça serait un peu con, ça serait dans ta stratégie du mental, où tu veux que tes joueurs donnent 200%. Pense au mental de Moussa Dembélé, qui est un de tes meilleurs choix l'année dernière. Qui voit que tu le mets sur le banc, je pense qu'il y aurait une rupture, et c'est pas bon d'avoir une rupture quand tu veux prouver l'union au sein de ton club. Même si Moussa Dembélé n'est pas vraiment partant pour partir, puisqu'il est en fin de contrat, et on sait que quand tu es en fin de contrat, déjà il a le choix, il aurait une plus grande prime, voire même des plus grands clubs intéressés par lui, je le comprends, mais je pense que c'est mieux pour Lyon qu'il parte. Donc en attaque, là c'est clair. Les titulaires sont Toko Ekambi, Lacazette, Tété. Les trois peuvent très bien s'entendre. Ils n'ont jamais joué ensemble. Toko Ekambi, Tété, ils ont seulement quelques matchs. Mais Tété est arrivé assez tard, il est arrivé en mars, dû à la guerre.
Et il a montré ses qualités de percuteur, ce fameux ailier qu'on n'a pas vu à Lyon depuis de nombreuses saisons. Et il lui faut du temps de jeu, il faut montrer encore plus son talent. Il a les qualités de percussion, de vitesse, d'élimination. Où voilà, je veux avoir une connexion, Lacazette, Paqueta, Tété. Cette connexion est très bonne, pas une connexion de type free, sans attaquer un fameux opérateur. Mais si on a vraiment une connexion Lacazette, Paqueta, Tété très bonne, Lyon est deuxième, troisième, parce que ce sont des joueurs grand talent, et s'ils confirment leur potentiel, si Tété montre que c'est un très bon allié, et ben Lyon sera très haut. Lacazette, qui vient d'arriver, on a vu en un match amical, j'ai dit, c'est lui le patron, c'est lui le capitaine, il va mettre 20 buts dans la saison, hormis blessure, ce que j'espère pas, mais ça j'en doute pas. C'est un joueur, voilà, il va décrocher, aller pas mal vers le milieu, j'espère vraiment, ils vont bien s'entendre avec Paqueta, parce que ça peut être un peu la même zone convoitée, mais non, je doute pas vraiment sur Lacazette, qui aura pas de doublure à titrer, puisque j'ai mis derrière lui Barcola. Barcola, c'est plutôt un ailier. Vraiment, au niveau des remplaçants, c'est un polyvalent. Romain Fèvre peut jouer aussi dans ce milieu de terrain, mais si bon, je le préfère. Je pense qu'il est meilleur sous l'aile droite, en remplaçant de Tété. Et si par exemple Lacazette n'est pas là, je pense plutôt à un Toko Ekambi dans l'axe, et voilà, peut-être un Cherki ou un Barcola sur l'aile. Donc Ekambi, lui, je pense qu'il sera essentiel. Il est beaucoup décrié de par notamment sa finition, qui n'était pas réussie dernier temps, mais je pense que c'est le contraire. C'est un joueur qui a un grand sang-froid, et il est essentiel parce qu'il va prendre la profondeur, lui. C'est pas comme un Tété qui préfère les ballons au pied, un Lacazette qui décroche, un Paqueta dans le cœur de jeu, dans lui. Comme il sait très bien le faire, il est capable de prendre la profondeur, de casser les lignes par son appel. Et après, bon, s'il est en réussite, comme cette année, c'est vraiment, Toko Ekambi, c'est un des seuls joueurs à Lyon qui a fait une très belle année 2021-2022. C'est vraiment, on n'a rien demandé de plus à Toko Ekambi. On a demandé moins par rapport à son chute, ça, il était pas obligé de le faire. Mais clairement, lui, il a été haut niveau. C'est monsieur Europa League, vu qu'il a été un des meilleurs. Il n'y aura pas l'Europa League cette saison, mais il est capable en Ligue 1 de faire comme la saison dernière, de mettre 15 buts, où il aura pas forcément Moussa Dembélé, je vais pas dire dans les pattes, parce que bon, avoir Moussa Dembélé, c'est pas un défaut, mais Moussa Dembélé, des fois, il faisait un peu les mêmes appels, c'est des joueurs qui demandent le ballon en profondeur. Là, il sera un peu seul à le faire, peut-être aussi un mal pour Lyon, mais si Toko Ekambi il performe, il se dit ok, cette année il y a la Coupe du Monde avec le Cameroun, c'est moi qui les a qualifiés face à l'Algérie, je dois faire une saison incroyable à Lyon, je dois faire une Coupe du Monde incroyable, et là légende au Cameroun, ce que tu veux, légende à Lyon, mais Toko Ekambi, j'y crois dès son arrivée. C'est un bon joueur de Ligue 1, il faut qu'il passe le cap d'un très bon joueur, d'un très bon attaquant, en marquant clairement, et en étant bon dans le jeu collectif. Et sur le banc, il y en a un, je veux revenir. Je veux revenir sur Ryan Cherki. Ryan Cherki qui devrait prolonger. On a vu la news récemment. Selon l'équipe, c'est fait. Il va dans les prochains jours prolonger jusqu'en 2027. Sa prolongation peut lancer sa saison. Il manquait ça parce que si tu débutes la saison en août, septembre, t'as toujours pas prolongé, t'es à 1 ou 2 ans de la fin de son contrat, je crois qu'il lui restait 1 an. Tu peux pas avoir déjà la confiance de ton coach parce que il sait que en ne prolongeant pas, tu penses plutôt à ta gueule qu'à l'équipe. Et là, il a montré que ok, je suis un jeune du centre de formation, je veux réussir à l'OL, qu'on me donne une chance qu'on m'a pas donnée parce que j'étais trop jeune, parce que je manquais d'expérience, parce que j'étais blessé. Là, je fais partir de 2 attaquants pour lui montrer que tu seras le numéro 4, numéro 5 en attaque. Tu rentreras à chaque match et on va te demander de faire la différence. Et si tu fais la différence, à la place de Toko Ekambi, à la place de Tété, tu seras à leur place. Tu respecteras la dynastie lyonnaise du centre de formation. Tu joueras, on l'espère, avec Lacazette, avec Tolisso, ou je ne sais combien de joueurs formés à Lyon, je les compte plus dans mon 11, et même au niveau des remplaçants.
Cherki, c'est la saison de la révélation, ça devait être l'année dernière. Malheureusement, il a été blessé, là, il a prolongé, il doit être lancé. Ok. Une très belle équipe. Capable, bon, sans la Coupe d'Europe, ça peut être capable clairement de faire un top 4, top 5, top 4 même à la rigueur. Après, comment ? C'est le minimum des choses. Ah si oui. t'es pas top 5 avec cette équipe, Boss déjà ne regardera la Coupe du Monde sans les survêtements de Lyon. Puis même avec tes recrues, par exemple là, je vois William Carvalho, c'est clairement un joueur du type de Ligue 1, c'est un type costaud, qui bouge pas, hein, c'est vraiment un 6 pur, mais c'est ce qu'a besoin Lyon quand t'as dans ton milieu de terrain, comme tu vois là, comme t'as mis là, Paqueta, qui est positionné en 8, mais qui est un 10 pur, et Cacré, bon, qui est très bon aussi un peu plus bas, mais bon, là, actuellement positionné en 8. Donc, Carvalho va faire, là, s'il devient un très grand bien. Après, même Woodfess, c'est une très bonne arrivée. Voilà. Pour la Coupe d'Europe, ça aurait été peut-être... pour la défense, heureusement qu'il y a Tagliafico, parce que ça aurait manqué un petit peu plus d'expérience. Pour la Coupe d'Europe, après pour la Ligue 1, c'est parfait. Après, t'as deux jeunes, oui, en défense, mais ces deux jeunes, je crois que Gusto avait joué le match aller contre West Ham, où il n'avait pas été très bon d'ailleurs, et Lukiba a plutôt, je crois que il a dû jouer 80-75% des matchs en Europa League cette saison. Je pense pas qu'elle manquait d'expérience, parce que tu regardes les nombreuses défenses qu'on évolué à Lyon lors des saisons en Ligue des Champions. Les défenseurs n'avaient pas de nombreux matchs en Champions League à leur actif. Je pense surtout que là où ça aurait manqué, là où j'aurais ajouté une recrue, si on avait été en Coupe d'Europe, ça aurait été en attaque. Où là, t'as vraiment sur le banc, t'as Barcola et Cherki en 5e et 6e option. Où là, il y a vraiment aucune expérience, c'est jeune. T'as Romain Fèvre, pareil, qui a 2 minutes. Ok. Puis même, tu dis, voilà, c'est juste une petite remarque. Toko Ekambi, l'homme de l'Europa League. Ok, mais c'est pas. Mais il y a un meilleur buteur, hein. Oui. Non, mais c'est pas l'homme de la Ligue des Champions. Le seul souvenir qu'on se rappelle de Karl Toko Ekambi en Ligue des Champions en 2020. Ah, ça c'est bâtard, ça. Mais Moi, oui. Moi, je retiens pas ça. Moi, je retiens le match contre Manchester City, où là, il est bon. Si mes souvenirs sont bons, soit il marque. Non, il marque pas. C'est lui qui tire sur Ederson et ça revient sur Maxwell Cornet. Moi, je parle pas de Poto et Cambi face au Bayern. Il a manqué de réussite. Toko Ekambi avec la réussite, il est pas décrié. C'est un des meilleurs joueurs du continent africain. J'exagère même pas. Mais vraiment, tu verras. On se reparlera. Si Toko Ekambi reste à Lyon et que Lyon se qualifie en Ligue des Champions, il performera. C'est un joueur que j'ai une totale confiance en lui. S'il arrête de dire chute aux supporters et qu'il respecte le maillot comme il a su très bien faire ces dernières saisons, tu vas voir que ça sera un des hommes forts. Ce sera plus Poto Ekambi. J'espère pas, non. J'en cauchemarde encore. Ok, bah c'est une très belle équipe. Et ben, on se rapproche de la fin de la vidéo. Si t'as un dernier mot, je te laisse la main. Bah là je suis là pour la pré-saison de l'Olympique Lyonnais, donc il y a beaucoup d'interrogations. Ce que j'espère, c'est que ces interrogations seront à la fin il y a que des réponses positives. Je t'ai dit, est-ce que Tolisso sera apte physiquement à jouer toute une saison en entier? On y croit. J'espère que ça répondra oui. Est-ce que cette défense expérimentale avec Thiago Mendes sera une des meilleures
de l'Olympique Lyonnais des temps modernes. J'espère que ce sera oui, même si, comme je l'ai dit, j'y crois pas vraiment. Non. J'espère qu'on aura une activité des latéraux avec un Gusto flamboyant, avec un Tagliafico très rassurant. J'espère que oui. J'espère que le milieu de terrain, j'espère que Paqueta déjà restera. Même si bon, s'il part, on a de la cam au milieu de terrain, c'est pas panique à bord. En plus, on aura de l'argent en plus. Mais j'espère voilà que Cacré va prendre vraiment ses responsabilités et que Cacré sera l'équipe type de la Ligue 1. J'espère que si Carvalho vient, il apportera cet équilibre qui a tant manqué. Un joueur aussi qui sera capable de fédérer le vestiaire, un joueur un peu besogneux qui montrera c'est qui le patron. J'espère que, j'étais un peu rassurant, mais j'espère que vraiment la Lacazette mettra ses nombreux buts, ou au moins sera décisif. S'il les met pas, il met des passes décisives. Si au lieu de 20 buts, il fait 10 buts et 30 passes décisives ou 40, 50, je prends, vous inquiétez pas. Mais voilà, moi j'espère que Peter Bosz réussira. J'espère qu'on verra un collectif et pas 11 joueurs. Parce que ça, c'est l'Olympique Lyonnais récemment, c'est pas un club, c'est 11 joueurs. Et moi, je veux pas avoir 11 joueurs sur le terrain. Je veux voir une équipe comme Rennes a su le faire, comme Monaco a su le faire récemment, ou d'autres clubs, Marseille, Paris, etc. Ok. On espère un trophée aussi. On espère un trophée. Là, le podium. T'es bien trop ambitieux, là. Et quand ça fait quand 10 ans. Ça fait 10 ans. Oui, ça fait 10 ans. Et sur ces 10 ans, t'as qui a gagné un trophée? T'as du Strasbourg, t'as Lille-Monaco pour la Ligue 1. Rennes. T'as Strasbourg, t'avais Guingamp en finale à un moment. Il y a Rennes qui a gagné la Coupe de France. Rennes, Nantes, la saison dernière. Toi, à un moment, si t'es l'Olympique Lyonnais et que ça fait 10 ans que tu gagnes pas un trophée, tu dois avoir faim. Les joueurs sont au courant. Les joueurs savent que le club n'a pas gagné pendant 10 ans un trophée. Ils ne peuvent pas démarrer la Coupe de France, même si c'est comme un club amateur, en le prenant à la légère. Ils doivent aller au combat. Ils doivent se dire, ok, c'est le premier tour, ça sera peut-être le plus simple, mais nous devons assurer et montrer que, ok, l'Olympique Lyonnais est un des favoris pour la Coupe de France. La Ligue 1 sera compliquée. Pour gagner le titre, j'y pense pas. Clairement, le PSG, on l'a vu en trophée des champions, ça sera une machine. Ça sera, j'espère. Pas combien de points, 90, je ne sais pas. Lyon ne peut pas rivaliser. Par contre, Lyon peut rivaliser et doit rivaliser avec Marseille, Monaco, Rennes, Nice. J'en oublie peut-être, mais Lyon, c'est deuxième, troisième. Si c'est pas ça, passe un moment, c'est même plus faut plus se poser des questions. Faut pas se remettre en question comme les dirigeants l'ont rabâché. C'est au revoir un tel. Par un tel, j'entends dans la direction, au revoir Ponceau, peut-être au revoir Chéreau, même si Chéreau fait du bon travail, je trouve, mais au revoir Peter Bosz, qui j'espère, ce sera ma question fondamentale. Est-ce que Peter Bosz arrivera à imprimer ses idées? On verra une patte Bosz à l'OL, on verra un mental version Bosz indéfectible à l'OL. Et j'espère que j'espère répondre oui en mai, et si je réponds oui en mai, c'est que Lyon passera une de ses meilleures saisons de la décennie. Même de la dernière décennie, parce que là, la décennie est récente. Ok, donc... techniquement, vous ne retrouverez pas... Enfin, je le pense fortement, je pense que dans les prochaines années, ce sera tous les ans top 3 pour Lyon. Mais je pense pas je pense pas que vous retrouveriez votre aura des années 2010, des années 2000. Je pense pas. J'espère pas. Enfin, je pense pas parce que il y aura un Paris qui va quand même retrouver de sa superbe d'il y a 4-5 ans au niveau championnat de France. Voilà. Je pense pas que vous allez retrouver des années 2000 en fait, des 7 titres, etc. Paris est un club humain, on l'a vu. Ils ont déjà perdu récemment 2 Ligue 1 contre des équipes sur le papier qui en début de saison on se disait c'est qui ces joueurs, et qu'au final on a vu un grand collectif. Je pense à Lille, je pense à Monaco où des individualités se sont révélées. Et Lyon est capable de le faire. Mais est-ce que Lyon le fera, que ce soit cette saison? Non, parce que le PSG n'aura pas de trou d'air. Est-ce que ça sera dans 2-3 saisons? On peut pas dire non. Qui voyait Lille champion? Qui voyait Monaco champion? Personne. Monaco, c'est quand même un peu la réussite de plusieurs années de travail en interne après la remontée en Ligue 1, quand même. Exactement.
Après, il y a eu aussi une politique de recrutement quand tu peux poser je ne sais combien de millions à chaque mercato, alors que t'es pas forcément européen. On sait que Monaco, de par sa situation, on va dire étatique, n'a pas les mêmes impôts. Aussi appartient à un oligarque russe, donc ça aussi ça aide. Mais il y a eu des erreurs de recrutement, mais il y a aussi des bons recrutements. Tu regardes l'équipe de Monaco, les Fabinho, Bernardo Silva, Mbappé, où ils sont, et ben ils sont dans les plus grands clubs parce que il y a eu un fameux Luis Campos qui a fait des merveilles à Monaco, qui fait des merveilles à Lille. On a vu le résultat. On l'aura pas à Lyon malheureusement puisqu'il sera à Paris, mais on espère que le recrutement sera aussi bon à Lyon les prochaines années. On l'espère aussi. En tout cas, on approche vers la fin de la vidéo. N'hésitez pas. Merci beaucoup en tout cas d'avoir accepté mon invitation aussi. N'hésitez pas à liker, commenter et partager. Merci d'avoir regardé.